En cours de route, cette émission aujourd'hui sur la philosophie contemporaine. Nous sommes allés à la rencontre. Disait, on est arrivé un joli mois de mai, je sais pas si on Aujourd'hui, en cours de route, aujourd'hui, Noé Klein et Simon Klein ont été à la rencontre. Didier de Bèze. Oui, alors c'est chaotique en ce moment parce que j'ai déplacé toute une série de livres chez moi parce que j'ai déménagé et que j'ai une plus grande bibliothèque à la maison, donc j'ai pu ramener des livres et donc c'est pas encore structuré. Mais que ce soit ici ou chez moi, je fais vraiment par arrangement très géophilosophique, philosophie française, philosophie allemande, philosophie, donc philosophie anglaise. Et puis j'ai des étagères en philosophie des sciences et anthropologie. Je dirais que c'est ça les grandes rubriques. Ça, voilà. Mais il n'y a pas un classement. Il y a un classement d'abord géographique et puis chronologique à l'intérieur de chaque partie. Donc les Foucault, juste après, il y a Derrida, Deleuze, voilà. quand même, ouais. J'ai vu, il y a quand même Alain Badiou qui est là. Oui. Oui, Alain Badiou. Il y a Alain Badiou, il y a aussi. Mais Alain Badiou, j'ai beaucoup travaillé à une époque. Ah oui. Oui. Quand j'étais encore étudiant, il avait écrit L'être et l'événement. Et donc, il était venu présenter à Théâtre Poème. Ah oui. Il y avait 20-30 personnes. À Saint-Gilles. Ouais. Et donc, j'étais tout jeune étudiant et je suis intervenu. J'avais beaucoup travaillé Lettres et événements. Et donc, je lui posais des questions très techniques. Et c'était complètement décalage. Maintenant, je le sens, ça l'a fait. Il a ri. Il a dit voilà, là, on est vraiment dans l'ordre technique. Mais c'était le décalage qu'on peut avoir quand on est étudiant et qu'on ne sent pas les lieux. C'est-à-dire le théâtre poème, on ne va pas commencer à poser les questions. Mais j'aime bien ce décalage. À l'époque, je ne le cultivais pas, c'était pas un désir, c'était un peu c'était de la simple ignorance. Et donc je l'ai rencontré à ce moment-là, c'était la première fois. Et puis ma première conférence à l'étranger, c'était en Australie. Et ça s'appelait Pour en finir avec le jugement. Et Badiou était invité comme conférencier principal. Et de nouveau, on était très peu nombreux, une petite trentaine de personnes. Il y a eu un basculement chez Badiou à partir du moment où il a écrit sur Deleuze. Après, il serait inimaginable d'avoir un auditoire de 20-30 personnes avec Badiou après ce moment-là. À partir du moment où il a fait le commentaire... De Deleuze. Hein. Et je pense que c'est une... Moi, je le vois comme... Je pense que c'est quelqu'un de très... militant dans sa manière de faire de la philosophie, la fascination pour Saint-Paul, etc. Et je crois qu'il savait quand ce n'est pas un livre sur Deleuze, c'est un livre d'occupation de terrain, c'est pas la même chose. Il savait que pour occuper le terrain de la philosophie française contemporaine, il fallait en finir avec une de ses plus grandes figures de l'époque. Je pense que son livre est moins un livre de dialogue comme il l'annonce avec Deleuze que d'une occupation de terrain. Ah, c'est le livre, c'est pas la clameur de lettres. C'est la clameur de lettres. Ou c'est plutôt ontologie. Oui, mais c'est évidemment que c'est par l'ontologie. Pour Badiou, c'est par l'ontologie qu'on occupe le terrain. C'est pas. Voilà. Ouais. Je vois Muriel Combe qui a fait La vie inséparée. La vie inséparée, c'est donc, elle a fait une thèse avec Isabelle Stengers. Il y avait plusieurs, il y avait Rancière dedans. Je pense qu'il y avait aussi Badiou d'ailleurs. Moi, j'ai connu son travail par le petit livre d'abord sur Simondon, qui est le meilleur livre sur Simondon, qui reste un dépassé, qui était là, une prise comme ça sur 120 pages, très juste sur Simondon. Et
Didier Debèze est docteur en philosophie, chercheur au FNRS et enseigne la philosophie à l'Université libre de Bruxelles. Il travaille principalement sur les formes contemporaines de la philosophie spéculative et les théories de l'événement. Il est notamment l'auteur de plusieurs livres, dont Un empirisme spéculatif et plus récemment Philosophie des possessions, ainsi que L'appât des possibles, reprise de la philosophie d'Alfred North Whitehead. La pensée spéculative tient dans cette maxime. La philosophie ne peut rien exclure. Voilà une phrase avec laquelle nous sommes d'accord. Ça va de soi. Ça ne coûte pas grand-chose d'être d'accord. Mais pourquoi dire une phrase si elle est si facile, si évidente ? La philosophie ne peut rien exclure. Mais peut-être qu'elle n'est pas si évidente que ça, cette phrase. Il faut alors sortir des mots de leur champ pour comprendre le propos. Par exemple, la philosophie ne peut rien exclure, on dira que c'est faux. On dira que penser, c'est organiser un système, hiérarchisé, divisé entre éléments importants et détails superflus. Sélectionner ce qui compte. Travailler là où il y a besoin de travailler. Penser, c'est toujours exclure, ranger, agencer. Et ces sélections se prolongent dans des savoirs spécifiques. Ces savoirs spécifiques deviennent efficaces et façonnent le monde. Celui qui dit « la philosophie ne peut rien exclure » prend alors peut-être une autre perspective. Voilà un nouveau tempérament. Celui de l'idiot peut-être. Celui qui insiste là où on ne voit que du détail, du décor ou pire, un problème déjà résolu. Il nous ennuie à la longue, lui, à revenir toujours avec la même question, à se focaliser sur le détail. Mais peut-être est-il occupé à invertir le cours habituel de la pensée. Il ne va plus de l'expérience à la simplification, mais au contraire, de la simplification, il retourne vers l'expérience. Il se laisse métamorphoser par l'expérience. Pour lui, rien n'est joué par avance, même et surtout les évidences. Ça nous importe. Nous ne savons pas exactement pourquoi, mais cela nous importe. Et nous ne nous laisserons pas dire que cela n'a aucune importance. La philosophie ne peut rien exclure. Pour commencer l'émission, nous avons proposé à Bénédicte Zitouni de parler du travail de Didier Debèze et de lui adresser une question. Elle va parler de l'expérience de lecture que Didier Debèze fait des nombreuses nouvelles d'Henry James et de ce à quoi il rend sensible via cette écriture. C'est une archive en cours de route du 14 mai 2018. Écoutez la voix de Bénédicte Zitouni. Ce serait intéressant de demander à ce qu'il raconte certains récits ou des lectures, je ne sais pas, ou l'expérience de lecture qui fait des nouvelles et des romans aussi, mais des nouvelles surtout, de Henry James. Je crois que c'est une source d'inspiration à laquelle il m'a rendu sensible, vraiment. Pas que je sois une grande experte, mais ce qu'il en tire comme enseignement est assez, oui, je crois aussi, assez redoutable. Et donc, voilà, où aller chercher les forces, à nouveau, ça peut se rejouer dans des domaines très, très différents. Et comme je sais que la littérature, enfin, comprenons-nous bien, mais vous intéresse, moi je crois que quelques questions autour d'Henry James seraient ce serait vraiment intéressant d'aller explorer un peu de ce côté-là, de ce qu'ils ont à nous apprendre. Et alors évidemment, William James qui reprend d'Henry James, le fait divers aussi, je sais qu'il a beaucoup à dire là-dessus, et de ces nouvelles, oui, dont il parle très très bien, je trouve, pour une émission radio, c'est à ça que je pense. Oui, alors bon, je vais essayer
d'imaginer à quoi elle pensait. Moi, j'ai sans doute... D'abord, je suis venu à la philosophie par trajectoire et un intérêt qui était d'abord, et ça peut surprendre compte tenu du type de livre que j'ai fait ces dernières années, qui était d'abord un intérêt pour des questions politiques et principalement le marxisme. Et j'ai rencontré l'intérêt pour la philosophie qu'à travers un intérêt d'abord pour le marxisme et pour une figure très singulière du marxisme avec laquelle je n'ai plus du tout le moindre lien, mais que je respecte dans la mesure où ça a été pour moi une rencontre qui a changé toute ma trajectoire, parce que je ne comptais pas du tout faire de la philosophie. C'était Althusser. Je me souviens encore d'un article du Monde sur Althusser que je ne connaissais pas, je ne savais pas du tout qui c'était. Et j'ai lu cet article, c'était un peu avant qu'il meure. Il était interné, et c'était un article qui parlait d'Althusser sur un mode presque romanesque. C'était une figure. Je crois qu'Althusser, c'était déjà un personnage, c'est un personnage romanesque, hein, plein d'ambiguïté, chrétien par certains aspects, ayant été dans les camps, développant une philosophie politique assez austère à partir des livres de linguistes, et faisant une analyse du capital sur une modalité qui est presque tellement froide compte tenu de la trajectoire même du personnage. Et j'avais été bouleversé par quelques lieux communs sur Althusser de l'époque et sur ce personnage venu de nulle part qui correspondait plus du tout à la temporalité, à l'espace dans lequel je faisais mes études, de ce que je côtoyais, etc. Il y avait quelque chose comme l'intrusion d'un monde avec lequel je n'avais pas de connexion. Et je pense que cet élément-là, il est central. Et quand Bénédicte dit, j'aime bien la littérature, j'aime bien Henry James, il y a déjà chez Henry James quelque chose pour lequel j'ai beaucoup d'intérêt, c'est le passage d'un monde ou l'intrusion d'un autre monde. Et c'est ce fait que il y a une très belle nouvelle d'Henry James, c'est une femme qui travaille dans un bureau de poste et qui fait des télégraphes, donc qui transmet les télégraphes, les messages, etc. Et je trouve déjà l'idée sublime. Imaginez qu'on va faire une nouvelle sur la forme la plus épurée de la langue, le mode télégraphique. Et elle est là, elle fait ça toute la journée, elle est ni heureuse ni malheureuse, elle vit dans ses habitudes, etc. Et puis, une femme bourgeoise rentre dans le bureau de poste et envoie un message à son amant, sous un mode télégraphique. Et presque la neutralité des mots, là, crée une émotion énorme chez cette dame de la Poste, une émotion énorme, c'est-à-dire est-ce qu'on peut dire des choses comme ça à un homme? Est-ce qu'on peut parler comme ça? Est-ce que c'est pas ridicule de dire ces choses-là? Et c'est pas un message, c'est l'intrusion d'un monde entreaperçu qui va rendre son quotidien absolument insoutenable. Quelque chose s'est ouvert, un espace possible s'est ouvert qui n'était pas attendu, qui est venu sans violence, sans imposition, qui était de passage, qui n'a pas cherché à avoir les effets qu'il a eus. Et ça, moi je suis très sensible à ce que les gens produisent sans qu'il y ait un désir de produire le changement, c'est-à-dire une intrusion dans un espace. Et puis c'est une vie qui est métamorphosée, qui est transformée. Et donc, je ne dirais pas que j'ai vécu la même chose que cette dame avec Althusser, hein, mais il y avait l'intrusion d'une manière de parler, d'une manière de poser les choses, même les citations d'Althusser dans cet article du Monde étaient relativement austères.
C'était pas des appels émotionnels, mais dont leur austérité ouvrait tout un espace imaginatif et faisait que je ne pouvais plus tout à fait, après ça, quelque chose s'était ouvert. Au même moment, j'étais tombé sur un film de Godard qui avait produit à peu près le même effet. Et ça, est-ce qu'on peut filmer comme ça? Est-ce qu'on peut dire des choses comme ça? Est-ce qu'on peut parler comme ça? Est-ce que ces mots-là ne sont pas ridicules? Est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce que cette manière de dire les choses a un sens? Il ne s'agit pas de les comprendre. Moi, je ne comprenais rien à ce que j'avais lu. Du coup, j'ai acheté des livres d'Althusser, je n'y comprenais rien, mais j'étais pris d'une grande émotion à la lecture de ces livres. Et je pense que c'est très important aussi pour ces questions de c'est quoi susciter du possible dans une situation. On ne crée pas du possible comme ça, il y a des intrusions de possible et on ne peut pas les déterminer a priori, c'est des effets de rencontre et je pense que ces effets de rencontre, c'est la plupart du temps des intrusions qui sont à la fois délicates et violentes. Elles sont délicates parce qu'elles se font sans bruit, comme dans ce bureau de poste, une dame qui est dans l'indifférence du bureau de poste, elle pense à ce qu'elle doit écrire, elle pense à ce qu'elle va dire. Donc c'est une intrusion délicate et en même temps violente parce que quelque chose a basculé dans une vie qui fait qu'il deviendra très difficile de refermer la brèche et de continuer sous un même mode. Et donc, moi, j'ai ce rapport-là. D'abord, je pense que cette expérience-là, maintenant, rétrospectivement, de cette rencontre avec certaines pensées, qui rendaient quelque chose d'assez irréversible dans ma propre vie, ça m'a intéressé, ça m'a marqué sur le fait que je ne crois pas que la philosophie, que des pratiques qui sont aussi ardues que la philosophie, je ne crois pas qu'elle doit faire des concessions d'expression. Je me méfie très fort de la vulgarisation parce que je pense qu'elle rate. Il ne faut pas chercher à être obscur. Moi, je cherche la clarté dans ce que j'écris. Je travaille, je réécris les mêmes phrases des centaines de fois. Le petit texte sur la bifurcation de la nature, j'ai écrit ce texte presque en 2 ans de réécriture, jusqu'à ce que ce soit le plus clair possible pour moi. Donc je ne cherche pas, je pense que la clarté est essentielle, mais c'est une clarté qui n'est pas faite pour quelqu'un en particulier. Je ne me dis pas je m'adresse ou je voudrais toucher un public large et donc je vais faire clair. Je ne sais même pas ce que ça pourrait signifier. Je crois que ce sont des intrusions et qu'il faut le voir dans leur capacité d'intrusion dans des espaces. Et puisqu'on a parlé de la bifurcation de la nature, etc., et du style de livre que j'écris, c'est vrai que je n'ai pas mobilisé dans ces livres des situations auxquelles j'étais rendu sensible par la littérature ou par d'autres choses, bien qu'elles m'accompagnent dans chaque moment de l'écriture, mais tout simplement parce que j'aime aussi une certaine austérité de l'abstraction, parce qu'elle permet de créer des effets de différence avec les lieux dans lesquels elle circule. Et ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse je crois que là, ce n'est pas une logique unilatérale, mais je crois qu'une différence entre ce avec quoi on vient et le milieu dans lequel ça apparaît est une différence qui peut susciter énormément de choses. Mais il faut déjà avoir le goût des milieux. Donc je ne crois pas qu'on fait ça uniquement par accident. Je crois qu'il faut un goût. Et je crois aussi que le concept, par cette différence avec les milieux dans lesquels il circule, est aussi une fonction un peu particulière pour moi. C'est une fonction d'articulation. Je pense que les concepts, c'est des articulateurs. C'est pas des manières de rendre compte d'une expérience, c'est pas de la généralisation, ce n'est pas de la description, c'est de l'articulation. Et ces articulations, elles sont très complexes parce qu'il faut être sensible à la diversité et parfois aux ambiguïtés des milieux auxquels on est attaché. Et le concept, c'est articuler.
Et donc, pour articuler, il faut articuler des visions, j'ai utilisé un mot dans mon dernier livre, des sentirs. Il faut que tout ça soit là, mais en les parcourant, etc., on risque de perdre le mode d'articulation qu'on y introduit. Et donc peut-être que c'est ça que Bénédicte voulait dire, c'est ce rapport qui pour moi est vital, c'est comment se rendre sensible à quelque chose qui est devenu assez invisible dans nos pratiques. Et je pense que la littérature, c'est sa puissance. Elle permet de nous mettre en situation. Enfin, la littérature, ça ne veut rien dire, mais certains écrivains nous rendent sensibles à ça. Et ce qu'il y a d'extraordinaire chez Henry James aussi, c'est que Henry James, c'est loin d'être un écrivain directement politique. C'est de la littérature assez bourgeoise, c'est des milieux, des mondanités. On dit toujours les choses un petit peu de biais, on ne dit pas les choses directement. Et pourtant, quelle sensibilité à tous les changements, à ce que c'est une société, à ce que c'est un collectif, à ce qu'une intrusion peut produire. C'est des choses que j'ai trouvées très, très impressionnantes chez James. Il se fait aussi que je travaille sur des philosophes qui ont la réputation de ne pas être des philosophes avec une grande implication politique et sociale. On a fait cette critique à William James. Whitehead, c'est quelqu'un qui a toujours vécu à Cambridge. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est, parce que j'ai cru trouver chez ces philosophes, c'est des outils, une manière de poser les choses qui, par une autre voie, réinterrogeait les catégories, toute une série de catégories politiques et de leur prise. Et je me disais, alors je me demandais, c'est intéressant ce terme de rendre sensible, parce que normalement, on dit souvent qu'un philosophe cherche à rendre intelligible, et en même temps, c'est vrai que le terme de rendre sensible est un terme qui est assez proche souvent de ce qu'on peut trouver dans les philosophies des personnes du GIPO, et notamment d'Isabelle Stengers, qui utilise beaucoup le terme de rendre sensible, et par l'écriture. Et ce qui fait que j'ai l'impression qu'il y a d'une certaine manière, ça tord aussi l'écriture même dans sa volonté de rendre sensible. Donc je me demande si cette influence de la littérature et cette volonté de rendre sensible, est-ce que parfois tu penses que ça va ou ça peut tordre ton écriture par rapport à ce que tu as déjà écrit, ou par rapport à... Alors, moi, j'ai toujours eu beaucoup de réserves sur les entre-deux, des figures un peu d'un petit renoncement. J'aurais voulu être écrivain, mais j'ai fait de la philosophie, qui sont des figures qu'on rencontre régulièrement et qui personnellement, m'ont jamais touché de manière intime. Je n'ai jamais cru que la littérature était un horizon pour moi. Et je me suis toujours méfié de ces postures parce qu'elles neutralisent la charge narrative, instaurative de la philosophie. Je pense que les grands textes de philosophie, et même les plus froids de prime abord, sont des textes d'instauration par lesquels on arrive à un concept par tout un appel à des métamorphoses sensibles du lecteur. Et je pense que si on n'est pas sensible à ça, je crois qu'on rate le rapport à la philosophie. Donc je dirais que la littérature fait que ce rapport-là, il est central dans notre expérience. Mais je ne serais pas du tout pour un transfert des modes narratifs. Pour moi, la philosophie, même quand je lis des textes comme la critique de la raison pure, il y a tellement de micro-appels à des petites métamorphoses. On place le lecteur dans une certaine expérience. Les antinomies, par exemple, kantiennes, qui sont
qu'on présente souvent comme des exposés objectifs. Est-ce que le monde a une fin? Est-ce qu'il a un début, un commencement? Est-ce qu'il est infini dans ses... Ça n'a aucun intérêt, exposé statiquement. Ce qui est intéressant, c'est comment Kant réussit à créer chez son lecteur une adhésion étape par étape, processus par processus, transformation, mais presque sensuelle de la chose, qui fait qu'au bout d'un moment, on est là un petit peu étonné de se sentir en affinité avec les thèses. Et puis en même temps, on passe à l'autre et on se sent en affinité avec les antithèses. Et puis on se dit, mais on ne peut pas être en affinité avec les deux. Et on ne peut pas être en affinité avec les deux, c'est ça le geste kantien, c'est-à-dire interroger ces affinités. J'utilise de plus en plus aussi le concept de tempérament que j'ai trouvé très joliment développé chez William James pour décrire les antinomies. Il dit c'est des tempéraments, mais il faut avoir habité un tempérament, habiter un deuxième tempérament, et puis sentir que ces tempéraments sont conflictuels. Et c'est ça les antinomies, mais c'est tout un art narratif, un art de métamorphose. Et je prends là un des exemples les plus opposés classiquement à ce qu'on peut dire. C'est évident pour d'autres philosophes. Mais donc moi, dans mon écriture, j'ai un ami spécialiste du structuralisme, j'avais fait une conférence et il m'avait dit c'est amusant cette obsession que tu as pour raconter une histoire. La bifurcation, tu ne l'exposes pas, tu la racontes. Et je n'y étais pas sensible. Puis je me suis dit, c'est vrai que dès que je dois parler de la bifurcation, je ne peux pas en donner un énoncé. J'essaye de dire, voilà comment on a divisé la nature en deux régimes de réalité, puis il y a étape par étape, et j'essaye de susciter chez le lecteur le sentiment qu'il y a cru d'une manière ou d'une autre, parce que je pense que la pratique de la philosophie, c'est aussi tout un jeu avec le sens commun. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut croire, qu'est-ce qui nous paraît évident, et puis le faire basculer. Mais il faut sentir il faut le rendre intelligent. Et donc, la bifurcation, j'ai essayé ça va, fini de jouer avec la chaise, là. J'ai essayé de la rendre intelligente en elle-même, même si c'est pour la dépasser. Il fallait la rendre intelligente, et intelligente pas par probité ou quoi que ce soit, mais simplement parce que c'est là où le changement d'état, c'est-à-dire les conditions d'un dépassement de la bifurcation, devient plus vital. C'est parce qu'on a été pris quand même dans une certaine direction qu'on peut se dire elle n'est pas inintéressante cette direction, on peut la comprendre, on peut comprendre ce qui l'a motivée. Et on peut comprendre encore que la bifurcation, on croit encore aujourd'hui que c'est un problème purement épistémologique, à la nature réelle et puis à la nature apparente. Et de se dire, peut-être qu'elle est épistémologique, mais regardez ce que vous allez payer avec cette épistémologie-là. Parce que cette épistémologie-là, elle est essentiellement politique. Ça, c'est un jour Bruno Latour qui m'avait dit ça très brièvement. Il m'avait dit, l'épistémologie, c'est toujours un problème politique. Je me suis dit, c'est peut-être un peu exagéré, mais l'épistémologie, la bifurcation de la nature, quand elle se présente comme problème purement épistémologique, c'est un problème politique, c'est-à-dire domestication de tous les savoirs minoritaires, de toutes les pratiques de connaissances qui avaient lieu pendant toute la période moderne, les amateurs, les gens qui étaient soucieux d'une connaissance, tous ceux qui avaient un rapport par exemple à la terre, agriculteurs et autres, au profit d'une massification. Il y a la nature réelle, et cette nature réelle est l'objet d'expertise de certaines disciplines, et puis il y a la nature apparente renvoyée à du superficiel, etc. Donc, geste de domestication des savoirs, et puis un geste d'hégémonisation, parce que dès que nous l'avions, nous pouvions aller voir tous les autres en traduisant leurs catégories dans les termes de ce que nous avions constitué. C'est-à-dire, vous croyez à des divinités, vous n'avez donc pas cette notion de nature réelle. Vous pouvez, elle est construite, elle est réelle, vous êtes dans l'imagination, vous êtes dans la réalité. Est-ce que vous y croyez? Le rapport de la croyance et de la certitude, ça devient des outils qui
nous paraissent, quand on les lit en général, moi quand je les lisais, me paraissaient à la limite des petits problèmes pédagogiques ou des petits problèmes sans trop d'implication, presque innocents. Quelle est la différence entre la croyance et la certitude? On se dit, bon, on va faire une petite dissertation sur ces questions-là. Et puis, dès qu'on commence à le travailler, on se rend compte que derrière cette petite innocence, cette fausse naïveté, il y a des machines de guerre, de domestication et de colonisation. Et donc, mais pour rendre sensible à tout ça, il y a une trajectoire. On ne peut pas l'énoncer uniquement. On doit le susciter, mettre en évidence certaines dimensions, le rendre visible en fait, le rendre sensible d'une certaine manière. Didier de Bèze est notre invité aujourd'hui. Nous avons eu la chance, simplement, dans notre parcours,
de suivre un des séminaires dans lequel Didier de Bèze nous avait amené à lire et travailler sur le fameux texte de Gilles Deleuze et Félix Guattari, « Qu'est-ce que la philosophie ?» Si Didier de Bèze est philosophe, ou plutôt travaille à le devenir, parce que c'est jamais fini, parce que c'est un travail et un devenir incessant, c'est sans doute dû à plusieurs rencontres de différentes pensées. Il nous en parlait justement de la différence qu'un événement ou une rencontre peut susciter. Alors, lisons ces quelques lignes de « Qu'est-ce que la philosophie ?» Les concepts ne nous attendent pas tout faits, comme des corps célestes. Il n'y a pas de ciel pour les concepts. Ils doivent être inventés, fabriqués, ou plutôt créés, et ne seraient rien sans la signature de ceux qui les créent. Nietzsche a déterminé la tâche de la philosophie quand il écrivit « Les philosophes ne doivent plus se contenter d'accepter les concepts qu'on leur donne pour seulement les nettoyer ou les faire reluire, mais il faut qu'ils commencent par les fabriquer, les créer, les poser et persuader les hommes d'y recourir. » Jusqu'à présent, somme toute, chacun faisait confiance à ces concepts, comme à une dot miraculeuse venue de quelque monde également miraculeux. Mais il faut remplacer la confiance par la méfiance, et c'est des concepts que le philosophe doit se méfier le plus, tant qu'il ne les a pas lui-même créés. Bon, moi, ça a été la deuxième très grande rencontre philosophique, c'est Deleuze et Guattari. Mais là, j'étais plus étudiant, enfin, c'était vraiment venu à l'université, donc c'était la première année ici à l'université. On avait un cours avec un professeur extraordinaire qui était Pierre Verstraete, un sartrien, qui donnait cours sur sur qu'est-ce que la philosophie. Ça a été un grand moment aussi pour moi de la découverte des livres de Deleuze et Guattari, parce que c'était des contrepoisons à toute une série de choses. Je l'ai plutôt vu j'ai plutôt eu ça m'a plutôt touché comme contrepoison. Et il y a un concept que Deleuze développe déjà avant la rencontre avec Guattari et que j'utilise beaucoup, c'est le concept de dramatisation. Et quand il en parle, c'est magnifique. Il a fait un petit texte avant d'écrire Différence et répétition qui s'appelle La méthode de dramatisation, et qui est la manière par laquelle il va présenter sa thèse de doctorat à la Société française de philosophie, et définit la dramatisation en disant c'est d'abord un art de la méfiance, apprendre à se méfier. C'est une phrase qu'il reprend à Nietzsche, et si on poursuit dans un autre fragment de Nietzsche auquel on peut l'associer, Nietzsche dit quelque chose de magnifique. Il dit il faudrait demander à un philosophe combien de personnes il a attristé. S'il a attristé personne, qu'est-ce qu'il a fait? Et je trouve que c'est une très belle phrase. J'y pense par rapport à une discussion qu'on a eue tout à l'heure sur la question de la joie. La joie, c'est aussi, il faut toujours penser la joie et l'attristement. Parce que je pense que c'est un effet secondaire. On ne cherche pas à susciter de la tristesse. Mais c'est quand même un signe d'une pensée aussi, le fait que tout le monde ne s'y retrouve pas. Ou que si on s'y retrouve, c'est sur un mode qui doit quand même être un petit peu... Ça, c'est quelque chose que nous enseignait beaucoup Verstraete. C'est qu'une pensée philosophique, elle doit quand même, d'une certaine manière, poser un problème à celui qui la reçoit. Si ça ne pose pas de problème, il ne fallait pas l'écrire. Enfin, il n'y a rien de plus pauvre que quand... Et on l'a tous fait, je pense. Je le rencontre souvent avec des étudiants, ils me disent voilà, je veux travailler sur tel philosophe parce que je m'y retrouve complètement, il dit des choses que je voulais déjà dire. Il ne faut pas travailler dessus alors, si vous vouliez le dire. Il faut que ça vous pousse quand même sur une autre direction. Et donc l'art de la dramatisation, c'est art de la méfiance, c'est-à-dire pourquoi on me dit ça ici? Pourquoi, comment, qui me dit quelque chose? Qu'est-ce qu'il essaye de susciter? Avec des petites phrases souvent anodines. Dans Deleuze et Guattari, on utilise une dans 1000 plateaux, c'est « tu n'es plus un enfant ». Phrase qu'on a tous entendue, phrase totalement anodine, qu'on reçoit et on serait bien naïf de la traiter comme descriptive. Évidemment, nous ne le sommes plus. Mais c'est que derrière se joue quelque chose d'autre. Et Deleuze, dès la méthode de dramatisation, dit derrière, il y a un petit art dramatique, c'est-à-dire
l'appel à la responsabilité de l'autre, l'appel à sa condamnation, l'appel à son jugement. Et derrière, petite phrase anodine dite en toute neutralité, il y a des incitations à des petites métamorphoses qui peuvent être des petites lignes de mort, quand elles sont marquées par la culpabilité, par le désir d'astreindre l'autre à quelque chose, et qui peuvent être parfois des appels à une augmentation de puissance. Mais c'est souvent ténu, le passage de l'un à l'autre. C'est, comme disait Deleuze, c'est des mots de passe qui peuvent être des mots d'ordre, ou un mot d'ordre peut être un mot de passe. Il faut faire attention, c'est très délicat. Quand est-ce que le même mot peut être l'incitation à quelque chose qui va nous augmenter notre confiance, notre puissance, ou la même phrase dans un autre contexte, dans une autre situation, peut être une manière de restreindre. Voilà, peut-être une indication d'une petite ligne de mort. Il y a un très beau texte de Nathalie Sarraute, Ainsi disent les imbéciles, si je me souviens bien, il faudrait revérifier le titre. Et c'est juste une phrase anodine qui est dite, je ne m'en souviens plus très bien, je l'ai lu il y a longtemps, c'est toi tu penses toujours comme ça, ou toi tu dis toujours ça. Et elle en fait un livre d'une bonne centaine de pages sur toutes les transformations que cette phrase absolument anodine, de sentiment de culpabilité, de discussions internes, de monologues, etc., va susciter. Et donc, on est parti un peu loin, mais l'art de la dramatisation, c'est cette manière de jouer sur ce qui peut être à la fois, un terme d'Isabelle Senger, ça peut être à la fois poison et remède, pharmacone. Et on ne peut pas le dégager une fois pour toutes. Donc c'est toujours des situations, c'est toujours dans des milieux, et le même élément remède peut devenir poison dès qu'il est transféré. Je pense que ces questions sont très importantes. La bifurcation de la nature, c'est quelque chose qui a pu ouvrir toute une série d'espaces, et en même temps son transfert instantané à tous les niveaux de l'expérience est devenu un poison, en réduisant toutes les capacités de penser, d'agir de ceux à qui elle s'adressait. Et voilà, donc je pense que Deleuze et Guattari, c'est tout cet art, c'est à la fois dans la chronologie, dans la biographie de Deleuze certainement, le passage des portraits à d'autres choses, mais c'est en même temps quelque chose de peut-être plus profond et qui traverse déjà les portraits eux-mêmes, c'est le fait qu'il y a un art de la dramatisation, sentir de quel concept on a hérité, le travailler sous l'apparence de son évidence, en voir les machines qui le traversent, qui sont jamais clairement explicitées. Il prend des beaux cas, hein, le concept de vérité, le concept... on veut bien avoir un discours vrai. Pourquoi quelqu'un s'y opposerait? Mais qu'est-ce qui est désiré dans le discours vrai? Qu'est-ce que celui qui le mobilise cherche à produire chez l'autre? Qu'est-ce qu'il cherche à inciter? Comme disait Nietzsche, il y a souvent derrière toutes ces questions une belle cruauté, un désir de la peine. Souvent derrière le concept de cruauté, de vérité, on y est attaché parce qu'il y aura un petit désir de la peine, du moment où on va juger l'autre, comme le concept de responsabilité d'ailleurs. Voilà. J'avais énormément de choses, mais on a l'impression que dans la manière dont vous exposez le sens de la dramatisation, il y a un souci de forme d'empirisme radical, de traiter des choses qui ont l'air anecdotiques avec toute leur importance. Et je lisais L'appel des possibles, et il y a un moment dans le livre où on a l'impression que c'est la phrase la moins importante de Whitehead qui est exposée, parce qu'elle a un style aussi qui déchante complètement, où il dit, mis à part l'expérience du sujet, il n'y a rien que le rien. Et il y a je ne vais pas retravailler tous les commentaires, mais il y avait la perception que beaucoup de commentateurs ont passé à côté de cette phrase parce qu'ils l'avaient considérée comme pas importante, parce qu'elle avait un style qui ne montrait pas aussi
une assise philosophique sérieuse, mais que si on décidait aussi, on prenait en considération cette phrase en lui accordant comme on accorderait quelque chose à quelqu'un qui demande, on lui accorde l'importance que peut-être elle exige, on ne sait pas si on fait le test, si on joue le jeu de lui accorder cette importance, avec cet horizon que ne rien exclure, c'est peut-être devoir attendre ou de devoir à un moment se tourner vers quelque chose qui a l'air petit, qui a l'air mérité. Et on a l'impression que aussi toute la suite du livre, ou même le projet de reprise de Whitehead, est comment refaire entrer ce qu'on a hérité, ce dont on a compris de Whitehead, par cette petite phrase qu'on avait laissée de côté. Et donc, ici, il y a un petit lien qui se fait entre expérience de lecture, expérience aussi dramatisation et je retrouvais aussi beaucoup de choses. Mais ça touche un point très important. Ça fait longtemps que je travaille sur Whitehead, je suis tombé plein de fois sur cette phrase. Elle m'avait pas touché. Et comme la bifurcation de la nature d'ailleurs. Et pourtant elle avait touché Latour, Isabelle. Et donc je pensais que les choses avaient été dites sur la bifurcation de la nature. Je ne me sentais pas le désir particulier d'y revenir. Je pense qu'il a fallu que je cerne le caractère de geste de la bifurcation, de caractère opératoire, de la réification du geste et de ses effets politiques pour que je me dise s'il y a peut-être encore quelque chose à y rajouter. Là où Bruno Latour avait tendance à en faire peut-être un problème d'erreur de catégorie, de confusion des choses, etc. Je sentais qu'il y avait derrière cette innocence d'une erreur de catégorie quelque chose de peut-être un peu plus ténu, un peu plus... Bon. Et sur l'autre phrase, c'est pour ça que ce livre, moi, m'a demandé beaucoup de temps, parce que je faisais un travail aussi sur les propres évidences, pas que les miennes, mais qu'est-ce qui me donnait un certain type d'évidence. Et donc quand j'ai lu cette phrase à part les sujets, il n'y a rien que le rien, je me suis d'abord dit, c'est une phrase qui provient d'un philosophe qui vient d'un tout autre univers, philosophe anglo-saxon, qui n'est peut-être pas, qui écrit ça en 1929, qui n'est pas encore tout à fait au courant de tout ce qui va marquer la philosophie contemporaine au-delà de lui, c'est-à-dire la déconstruction de la subjectivité, la fin du sujet, la remise en question de la conscience intentionnelle, principalement les travaux de Deleuze et de toute une série d'autres penseurs. Et puis, donc pour moi, il y avait une maladresse d'expression. Et en même temps, je sentais bien que Whitehead y insistait dans sa forme, il y a quand même une insistance. Ce n'était pas rendre... Je pense que quand on prend un élément comme ça, c'est presque une question éthique. Il faut lui donner son importance. On peut ne pas s'y intéresser, on peut passer à côté. Mais si on commence à s'y intéresser, il faut cultiver le sens qu'elle peut avoir, et particulièrement le fait qu'un penseur que je respecte énormément y ait été à ce point attaché, et ne pas l'historiciser trop, le rejouer un peu au présent. Et là, ça m'a mis dans une posture ou une position où je commençais à hésiter par rapport à mes propres héritages, c'est-à-dire la question de la philosophie spéculative comme post-anthropologique, comme critique de la subjectivité. Mais donc, pourquoi continuer à utiliser la notion de sujet ? J'ai eu beaucoup de débats d'ailleurs après, avec des gens, philosophes, notamment Pierre Montebello, qui me disaient, mais finalement, c'est ce retour à la question du sujet, Nietzsche avait déjà rompu avec ça, etc. Pourquoi ? Et laissant entendre que si Whitehead avait été au courant, mieux informé, il l'aurait dit autrement. J'étais dans une posture diamétralement inverse, qui était qu'est-ce qui a fait que j'ai cru
qui me paraissait absolument évident qu'il fallait en finir avec la question de la subjectivité. Et est-ce que c'était la bonne stratégie d'en finir de manière aussi massive? Est-ce que de massifier la question de la subjectivité, même vers son dépassement, c'était pas encore lui donner une place absolument délirante? Et ce que j'ai aimé dans le geste de Whitehead, c'est le caractère presque pervers de l'opération de Whitehead, c'est de dire, pour dédramatiser l'importance de la subjectivité, on va la mettre partout. Comme ça, on neutralise son effet d'exceptionnalité. Mais c'est... Donc ce n'est pas... je dirais qu'effectivement, il s'agissait de donner ses droits à une proposition qui était passée de manière relativement inaperçue. Mais si je l'ai fait, ce n'était pas comme un goût pour cette dimension-là de l'inaperçu. C'était simplement parce qu'il me paraissait tellement évident à moi aussi qu'il ne fallait pas s'y intéresser que j'ai commencé à vouloir le cultiver. Pour une grande idée de Whitehead, ce que nous devons interroger sont nos évidences. Parce que nos évidences, elles neutralisent. Elles neutralisent toute une série de choses. Elles ont tendance à rendre invisible tout ce qui les rendait possible et ce qui les rendait à ce point exceptionnel. Donc, j'ai eu ça plusieurs fois avec Whitehead, et c'est ce qui m'a donné le goût de la pensée de Whitehead. C'est à quel point je pensais chaque fois qu'il y avait des problèmes de formulation chez Whitehead. Et je me mettais en une position un peu scolaire d'écrire plus correctement ce qu'il voulait dire et qu'il disait de manière un peu maladroite. Et puis, j'ai changé complètement d'attitude en me disant reprenons ça dans sa littéralité, dans son expression, et voyons ses effets, parce que je ne me suis pas intéressé à Whitehead pour rien non plus. Ce n'était pas un auteur que je trouvais comme ça par hasard. C'est un auteur qui avait touché toute une série de gens avec qui je travaillais, qui avaient et dont on sentait quand même l'actualité. Voilà. Je peux peut-être encore juste rajouter un petit quelque chose. Il y a un très beau concept qu'on utilise beaucoup au GECO, que Isabelle Stengers a particulièrement mis en évidence et qui rejoint un peu ce rapport-là. C'est le concept de Deleuze, c'est la figure de l'idiot. C'est-à-dire cette manière de s'intéresser et d'insister, de vouloir donner de l'importance à quelque chose dont tout le monde essaye de nous convaincre que on l'a déjà plus ou moins vu, ça a déjà plus ou moins été pensé, on sait déjà, tous ces rapports-là. Et ce que j'ai beaucoup aimé, j'en parlais encore récemment avec elle et d'autres membres du GECO, ce que j'ai bien aimé dans ce qu'on a fait au GECO, surtout à une période, c'est qu'on cultivait cette posture pas de la bêtise c'est la neutralisation, mais la figure de l'idiot, c'est-à-dire ça nous importe, nous ne savons pas encore exactement pourquoi, mais nous ne nous laisserons pas dire que c'est sans importance. Et ça met celui qui le fait, ce n'est pas une décision comme ça, gratuite, parce que c'est lié à des gens avec qui on est attaché, un petit peu comme disait Foucault sur la parésia, c'est-à-dire qu'on dit des choses importantes aux gens avec qui auxquels on est lié. Donc on ne nous laissera donc pas dire que c'est sans importance, on va s'y attacher, on va le travailler en tant que tel. Et je pense que ce rapport-là, cette manière de se donner ses propres nécessités, compte tenu de quelque chose dont on a été soit le témoin, soit qui nous a marqué d'une manière ou d'une autre, d'une rencontre qu'on a faite, ça me paraît assez déterminant, et ça peut rejoindre peut-être la question de tout à l'heure là, sur ce type de phrase, c'est-à-dire on sait bien que la question du sujet n'est plus d'actualité dans une certaine tendance de la philosophie. Et puis quelque chose fait qu'on insiste.
Patrick Boucheron, Patrick Boucheron, Patrick Boucheron, Patrick Boucheron. Si je me suis risqué à évoquer devant vous un souvenir de jeunesse, ce n'est pas seulement parce que je crois qu'on est pour l'essentiel ce qu'on a décidé à 20 ans, c'est parce que je pense qu'on est, en tant qu'enseignant, et je veux demeurer ce que j'ai décidé d'être à 20 ans, un enseignant, je pense qu'on est redevable à la jeunesse. La nôtre, la vôtre, la leur, c'est elle qui nous oblige. Pour elle, on se doit de répondre aux appels du présent. Voilà pourquoi, si l'on me demande de choisir entre être démenti demain ou utile aujourd'hui, je préfère ne pas être inutile. Mais dans le même temps, j'espère avoir le courage de décevoir les impatients. Trouvant cette douceur inflexible dont parlait Nietzsche, pour se tenir à l'écart, prendre son temps, devenir silencieux, devenir lent, et se rendre ainsi insupportable à ce temps de hâte et de précipitation qui veut tout de suite en avoir fini avec tout.